Saviez-vous que le sport moderne tel qu'on le connaît trouve ses origines à la fin du 19e siècle au sein de l'aristocratie étudiante anglaise? À cette époque, pratiquer un sport dans un club privé était une vraie forme de snobisme, car cela démontrait qu'on avait suffisamment assez de temps à allouer à ses loisirs. Mais quelles sont les origines du triathlon plus particulièrement? De sa naissance aux premières compétitions jusqu'aux courses mythiques Ironman. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode, c'est parti. Vous écoutez Dans la tête d'un triathlète, le podcast qui vous aide à réaliser vos défis et vous motive tout au long de votre préparation. Hello à tous et bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un triathlète, l'émission pour toutes celles et ceux qui souhaitent réaliser des défis hors normes. Je m'appelle Guillaume et je suis accompagné de Tristan, coach en triathlon et créateur de la chaîne Ironhuman. Salut Tristan, comment tu vas aujourd'hui ? Salut Guillaume, très bien et toi? Bah écoute, ça va très bien. Je suis content qu'on aborde aujourd'hui la question historique de savoir d'où est-ce que sort le triathlon, parce qu'à mon avis, il y a quand même pas mal d'anecdotes et de petites histoires croustillantes derrière tout ça, parce qu'on est quand même en droit de se demander d'où vient cette idée assez saugrenue de mélanger trois sports qui n'ont a priori rien à voir les uns avec les autres. C'est une idée saugrenue, mais tu verras que les gens avec des idées un peu comme ça, ils ont été nombreux dans l'histoire, puisque le triathlon, c'est l'un des nombreux sports combinés, donc c'est-à-dire l'un des nombreux sports où on doit réaliser plusieurs épreuves différentes à la suite. Je vais pouvoir te donner quelques petits exemples. Décathlon, heptathlon, pentathlon, et des sports qui se rapprochent un peu plus du triathlon, duathlon et swimrun par exemple. Ce qui est amusant, c'est ce que je viens de te dire, c'est cette fascination que les gens ont pour mélanger des sports qui sont différents. Les disciplines combinées, si on remonte un petit peu dans l'histoire, on en retrouve il y a quand même très très longtemps. Les premières traces, c'est pendant les Jeux Olympiques antiques, avec le pentathlon antique en Grèce à peu près 808 avant Jésus-Christ. Donc autant te dire que on n'a pas été les premiers à inventer les épreuves combinées avec le triathlon. Cette fascination pour justement les athlètes multisports, elle vient de plusieurs choses. Déjà, si tu les regardes, c'est vrai qu'ils sont exceptionnels nulle part. On peut le dire, si tu les compares à des sportifs qui sont spécifiques dans leur discipline. Par contre, ils sont excellents partout. Et ça, c'est une force parce qu'ils peuvent réussir à allier force, vitesse, endurance, adresse, coordination en fonction des épreuves qu'ils ont à faire. Et pour réussir à mélanger un petit peu toutes ces caractéristiques et à se développer, il faut évidemment s'entraîner dans les différents sports. Ça demande de gros volumes d'entraînement. Ça fait des compétitions longues. Si par exemple, je prends l'exemple du décathlon, c'est 10 épreuves réparties sur 2 jours. Et d'ailleurs, en parlant de décathlon, ça tombe très très bien, puisque je te prends une petite anecdote. En 1912, pendant les Jeux Olympiques de Stockholm, le roi de Suède, quand il a remis la médaille au meilleur décathlonien, Jim Thorpe à l'époque, il lui a simplement dit « Félicitations, vous êtes le meilleur athlète du monde ». Donc c'est pour te dire que même en début XXe siècle, les sports combinés avaient un peu la cote. C'est vrai, t'as raison. Si on remonte dans l'histoire antique des Jeux Olympiques, c'est vrai qu'à l'époque, on avait cette fascination pour les athlètes pluridisciplinaires. On n'allait pas rechercher forcément l'excellence dans un seul domaine. Ce qui était admirable à l'époque, c'était vraiment cette capacité de l'athlète à être bon dans plein de domaines différents, à combiner un peu toutes ces épreuves. Et cette diversité dans les sports, c'est quelque chose qui redevient de plus en plus à la mode. Alors, avec l'essor du triathlon, bien sûr, mais on peut aussi citer des sports plus modernes comme par exemple le CrossFit, qui est une épreuve aussi pluridisciplinaire où on va allier force athlétique, haltérophilie, gymnastique et sport d'endurance. Donc là, on retrouve un peu ce côté des sports antiques. Et aussi, on peut citer l'exemple des courses à obstacles. Et là, c'est pareil, on va chercher l'agilité, la force, l'endurance des athlètes. Donc on se rend compte avec ces sports qui sont aussi très modernes, qui puisent peut-être aussi leur origine dans les sports antiques. Et ça, c'est assez intéressant de se rendre compte que finalement, les modes, même dans le sport, ce sont des renouvellements. Et sinon, Tristan, si on en revient un petit peu plus précisément au triathlon, est-ce qu'on a une idée précise de quand et comment est née cette discipline assez particulière ? Alors, on va remonter un petit peu l'histoire, mais je pense que tu le sais, l'histoire, la réalité, c'est que c'est un mélange de réalité embellie par ceux qui la racontent, c'est un mélange de légendes, d'anecdotes. Donc, pour l'origine, je vais te conter différentes histoires. La première histoire, et là, ça va nous faire un petit peu plaisir, et si je commence par celle-là, c'est pas un hasard. En tant que Français, on est quand même assez patriotes et on aime bien penser que les Français peuvent être à l'origine d'un petit peu tout sur cette terre. Donc, pourquoi pas le triathlon qui aurait été inventé en France. Et en plus de ça, l'histoire pourrait nous donner raison.
Imagine-toi, on est là en 1902 à Joinville-le-Pont. Alors évidemment, c'est une ville que tout le monde connaît en banlieue parisienne. Non, c'est faux, hein, mais voilà, Joinville-le-Pont. Et chaque été, chaque dimanche d'été, était organisé ce qu'on appelle les trois sports. L'idée est simple, on réunit des gens autour d'une ambiance conviviale, chaleureuse, sur les bords de Marne. Et sur ces bords de Marne-là, eh bien, les athlètes amateurs enchaînaient 4 km de course à pied, 12 km de bicyclette et finissaient par traverser la Marne en canot. Donc en canot, puisque oui, à l'époque, ils se disaient pourquoi traverser la Marne à la nage alors qu'on a des canots, hein, pas fou. Il y a un peu de courant en plus, hein, dans la Marne, c'est un peu de courant, donc ça aurait pu être dangereux. Hein. Ouais, je connais pas, mais c'est vrai que moi, à chaque fois que je fais un triathlon, je me dis, là, c'est marrant, pourquoi on n'utilise pas un canoë? Et comme quoi, à l'époque, ils étaient peut-être un petit peu plus malins que ça. Et remarque, je dis ça, à partir de 1920, eh bien, ils ont remplacé les épreuves de canotage par la natation. Donc, c'est à partir de 1920 que tout a commencé à changer et qu'on connaît voilà, le triathlon sous la forme un peu plus actuelle. Si on va un petit peu plus loin, eh bien, les trois sports, eh bien, évidemment, ça s'est répandu dans d'autres villes. Par exemple, à La Rochelle, en 1934, il y avait une épreuve qui consistait à traverser le chenal du port à la nage, donc à peu près environ 200 mètres, puis de rejoindre le stade qui était situé au nord de la ville à vélo, pour enfin finir dans ce stade-là par 3 tours de piste en courant. Eh ben, j'étais loin de me douter, Tristan, en commençant l'émission, que l'histoire du triathlon puisait ses origines au bord de la Marne, à Joinville-le-Pont. Moi qui étais convaincu que ce sport, c'était très américain, là, je suis un peu surpris. Très américain, parce que évidemment, t'as pas tort, Guillaume, mais il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. Et puis, j'ai dit que les Français étaient patriotes. Je pense que les Américains nous mettent une bonne longueur d'avance sur ce sujet. Donc là, je vais pouvoir te conter la deuxième histoire, qui est la naissance du triathlon sous sa forme réelle actuelle. Le triathlon qui serait né du coup aux États-Unis et plus précisément à Fiesta Island, dans la ville de San Diego en Californie. Je me disais bien qu'il y avait quand même des Américains derrière tout ça. Comment est-ce que ça leur est venu, cette idée? Est-ce que tu as un petit peu plus de détails sur... Là, on parle vraiment de la forme actuelle, donc la forme qu'on connaît aujourd'hui. Comment est-ce que c'est né? Voilà. Est-ce qu'on en sait un peu plus déjà? Alors, on en sait un peu plus, et puis ce qui est marrant, c'est qu'au final, bien, c'est un petit peu par hasard, hein. Et à l'époque, quand ils ont créé ça, ils se doutaient pas de tout ce qui allait arriver par la suite. L'idée de base, c'était de promouvoir les bienfaits de l'entraînement croisé auprès des coureurs. Et quand je te dis promouvoir, c'est parce que à l'époque, l'entraînement croisé, c'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. On a un club, le San Diego Track Club, qui a justement imaginé cette méthode d'entraînement au début 1970. Donc là, tu vois, on est quand même sur des périodes un peu plus proches, et au final, eh bien, ça aurait à peine 50 ans. Le club propose aux athlètes de mélanger course à pied et vélo, ou alors de mélanger course à pied et nage en pleine mer, puisque San Diego, c'est proche de l'océan Pacifique, pendant les mêmes séances d'entraînement. Alors t'imagines bien qu'à l'époque, là où dans les clubs d'athlétisme on faisait que courir, cette nouvelle méthode d'entraînement a évidemment un succès immédiat, et ce, auprès des clubs de running américains, donc un peu partout dans les États-Unis, parce que, comme je te l'ai dit, c'est divertissant, et surtout, maintenant, aujourd'hui, on le sait, l'entraînement croisé, c'est efficace. Et c'était assez précurseur parce que même aujourd'hui dans les clubs français, pas tous les entraîneurs proposent des entraînements croisés. Ça reste quelque chose qui est assez récent en France, notamment grâce à Vincent Louis et les triathlètes qui ont performé sur les championnats de France de cross, où les coureurs ont commencé à se dire « Ah, il peut avoir un intérêt à peut-être mélanger avec du vélo et la natation », mais voilà, en France, on en est encore au début, j'ai l'impression. C'est curieux de voir que finalement, le triathlon, il est né de là, et eux, ça date de 1970. Ouais, un petit peu de retard là-dessus, mais je suis sûr qu'on va réussir à le rattraper relativement vite. J'espère, au moins. Et comment ça s'est passé alors après? Est-ce qu'on en sait un petit peu plus après de comment ça a évolué? Donc là, voilà, là on a parlé d'une méthode qui est arrivée et qui, voilà, allie course à pied, vélo, natation, mais on n'a pas encore la première compétition. Pour avoir la première compétition, il faut remonter en 1974 avec un homme qui s'appelle Jack Johnson. Jack Johnson, c'est un coureur amateur, donc de ce club, qui a une idée: organiser une compétition. Et alors, si tu veux un peu plus de détails, il voulait s'inspirer de ce qui à l'époque était une course qui s'appelait le biathlon Dave Payne, qui alliait course à pied et natation. Et justement, il demande à son club, à San Diego, le San Diego Track Club, voilà, j'ai envie de créer ce type de course-là. Est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Et alors le club, il va lui dire bon, c'est vrai que ton idée, elle est un petit peu bizarre, elle est un petit peu folle, et du coup, il l'oriente vers un autre athlète qui s'appelle Don Shanahan, qui justement partageait un petit peu les mêmes idées un peu bizarres de course multisport. D'ailleurs,
comme je t'ai dit, il s'est inspiré du biathlon Dave Payne qui était de la course à pied et de la natation. Eh bien, c'est cette personne auprès de qui il se rapproche, qui lui dit que ça serait bien d'inclure justement une épreuve de cyclisme. Au début, il est en mode oh, t'es sûr que c'est une bonne idée? Bon, apparemment, Dave Shanahan avait un peu le nez creux, très très bien joué à lui. Et le 25 septembre 1974, à 17h45, eh bien, a lieu la première épreuve qui porte officiellement le nom de triathlon sur le site de Mission Bay à San Diego. Alors, c'est marrant, si je te dis que c'est la première épreuve qui porte le nom de triathlon, c'est parce qu'à l'époque, le mot triathlon n'existait pas. Et il y avait une petite anecdote qui circulait assez marrante. Quand il a demandé à la personne qui faisait les trophées et les médailles pour les récompenses de la course, eh bien, il lui dit, bon, bah voilà, tu marques premier triathlète, enfin, premier à la course de triathlon. Et quelques jours plus tard, le graveur l'appelle, lui dit, alors, j'ai cherché dans le dictionnaire et en fait, triathlon, ça n'existe pas. Et donc, eh bien, c'est ce Jack Johnson qui a dû inventer entre guillemets ce nom triathlon là d'ailleurs si on regarde pour la première course, c'était 9 km de cyclisme, 500 mètres de natation, 9,5 km de course à pied. Comme je te l'ai dit à l'époque, on était bien loin à la fois du format actuel et puis de la médiatisation de ce sport. C'était une organisation vraiment maison, hein. On avait la femme de Jack qui ramassait les chaussures à l'entrée de l'eau, on avait son fils qui était nageur sauveteur. Bref, voilà, comme je te l'ai dit, c'était vraiment familial. Ouais, c'est assez drôle finalement de se dire que le triathlon est né d'un club de running et c'est un des membres qui a senti le potentiel côté compétition d'une méthode d'entraînement. Alors on pourrait peut-être, pourquoi pas s'imaginer un jour les championnats du monde du 10 x 1000 ou du 10 x 400, mais c'est assez drôle de voir que finalement ça vient d'une méthode d'entraînement. Et est-ce qu'on en sait un peu plus sur cette course-là, cette première course? Est-ce qu'on a par exemple un classement? Est-ce qu'on sait qui a gagné par exemple? Ouais, à l'époque, on avait 46 participants. Et 46 participants, c'est important parce que s'ils avaient été 2, autant dire que ce type de compétition n'aurait peut-être pas eu le développement qu'il a connu par la suite. Le premier vainqueur, c'est quelqu'un qui s'appelle Bill Phillips, qui a fini donc cette épreuve en 55 minutes et 44 secondes. Et Bill Phillips, c'est marrant parce qu'il a été invité. Pourquoi? Il a été invité parce qu'il était le gagnant du biathlon de Dave Payne. Donc tu vois, Jack Johnson, il s'est inspiré d'une course et il a voulu justement inviter l'un des gagnants de cette course-là qui a encore une fois remporté le premier triathlon de l'histoire, ce qui est assez dingue de se dire ça. Comme je te l'ai dit, après voilà, le succès a été assez immédiat, plusieurs compétitions qui se sont organisées sur ce même format un peu partout aux États-Unis. Et puis voilà, c'est comme ça que se développe un nouveau sport sans plus. Alors, juste avant de finir, petite anecdote. Parmi les 46 participants, alors tous sont inconnus au bataillon, qu'on soit d'accord, sauf un, et c'est quelqu'un qui finit 35e sur les 46, John Collins. Et John Collins, cet homme qui vient de finir son premier triathlon et qui vient de finir le premier triathlon d'histoire, souviens-toi bien de son nom, Guillaume, parce que il va participer au changement de l'histoire du triathlon dans le monde. Eh ben écoute, j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. 55 minutes et 44 secondes pour finir, pour boucler le premier triathlon de l'histoire, c'est quand même pas mal parce que si on a presque 10 km de course à pied, 500 mètres de natation et 9 km de vélo, avec les transitions, c'était pas dégueu quand même pour l'époque. Ça devait faire... Bon, je me rends pas trop compte comment se passaient les transitions, mais on est quand même sous l'heure. Intéressant. Ils étaient quand même relativement solides, hein. Et puis, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à l'époque, ils n'étaient pas avec leur CLM, leur vélo à 12 000 € en position aérodynamique. Ils avaient le Vélib du coin et ils s'en sortaient comme ils pouvaient, quoi. C'était une autre époque et j'imagine que, évidemment, le triathlon, il a évolué au fil des années pour se professionnaliser. On sait quand est-ce qu'il y a eu à peu près une bascule, quand c'est vraiment devenu le sport qu'on connaît avec l'engouement international, quand la bascule a eu lieu? Ouais, cette bascule, à peu près une vingtaine d'années plus tard. Alors là, on se place à Avignon, en France, en 1989, où il y a eu la création de l'ITU, donc International Triathlon Union, qui a été créée à l'occasion des premiers championnats du monde officiels de cette nouvelle discipline. Alors, la même année, d'ailleurs, a été fixée la distance officielle en compétition, 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Ah là, c'est la fameuse distance olympique, la taille M, et là on est vraiment sur le format qu'on connaît actuellement. Donc c'est 1989 à peu près, un petit peu avant les années 90. C'est la fameuse taille M. Ouais, voilà. Alors à l'époque, je suppose qu'on appelait plutôt ça taille M plutôt que distance olympique, puisque à l'époque, ce sport n'était pas olympique, tout simplement. Il faudra attendre les années 2000 pour voir l'intégration du triathlon au programme olympique. Donc 2000.
Sydney, évidemment. Les JO de Sydney, ouais. Voilà. Et bien, à cette période-là, on a l'occasion de voir bien les premiers médaillés olympiques de l'histoire du triathlon. Et ça, eh bien, c'était il y a 20 ans. D'ailleurs, pour la culture, on va dire, première championne, la Suissesse, Brigitte McMahon, et premier champion, le Canadien Simon Whitfield. Les 2 premiers médaillés olympiques de l'histoire du triathlon. C'est sympa pour eux d'être les premiers. Je pense qu'ils en gardent un souvenir assez historique. Parmi les épreuves mythiques du triathlon, on retrouve la fameuse distance qui a fait aussi la gloire, je pense, de cette discipline. C'est la fameuse distance Ironman, à savoir 3800 mètres de natation, 180 km de vélo et un marathon, 42 km 195 de course à pied. Alors, la question qu'on peut se poser, qui a eu cette idée, mais alors presque lunaire, j'ai envie de te dire, quoi. Là, c'est vrai qu'on est assez loin des distances du premier triathlon qui a été à Fiesta Island. Et tu vas voir que l'histoire est plutôt originale. Et encore une fois, évidemment, comme toutes les histoires, elle va être mêlée un petit peu de légendes et d'anecdotes. L'origine, si je te fais un petit résumé, c'est une bataille d'ego entre sportifs. Rien de plus. Alors, on va planter un petit peu le décor. Imagine-toi, on est à Oahu, à Hawaï. Je sais que tu passes toutes tes vacances d'été, évidemment, tu connais très bien. J'adore. Et on est pendant une cérémonie sportive. Là, il y a un débat relativement intense entre, d'un côté, le Mid-Pacific Roadrunners, qui est un club d'athlétisme, et de l'autre côté, les Waikiki Swim Club, qui est un club de natation. L'origine de ce débat, pourquoi est-ce qu'ils débattaient ? Eh bien, c'était la question suivante. Qui est le plus grand athlète de tous les temps et de toutes les disciplines confondues ? Chacun, évidemment, a commencé à défendre un petit peu sa paroisse. C'est un coureur à pied, c'est un nageur. Et au milieu de ce débat, eh bien, intervient une personne, alors un petit peu sortie de nulle part, on pourrait croire, voilà, un peu comme dans un film. Il ouvre la porte, il arrive et il intervient. Et justement, c'est John Collins, un commandant de l'US Navy, qui cite un article qui était paru à l'époque dans le magazine Sport Illustrated et qui montrait que Eddy Merckx, qui est un cycliste belge, avait la meilleure capacité cardio-respiratoire au monde à l'époque, donc la meilleure valeur de VO2 max. Donc logiquement, s'il a la meilleure valeur de VO2 max, ça doit être le meilleur athlète à ce jour. Évidemment, bien que cet argument-là soit sur des valeurs scientifiques et soit tangible, il n'a convaincu personne. Donc, à partir de là, il manque des détails. On ne sait pas vraiment. Enfin, moi, je m'imagine très très mal comment est-ce qu'on en est arrivé là. Peut-être avec un petit peu d'alcool, peut-être avec certaines choses. En tout cas, le résultat, quelques heures plus tard, le commandant Collins a réussi à trouver une solution pour trancher. Il va organiser une course. Et pas n'importe quelle course. Il va organiser une course qui est la combinaison des 3 compétitions les plus longues existantes sur l'île d'Hawaï. Alors, si je te dis longue, eh bien, justement, c'est là où on va retrouver les distances qu'on connaît de l'Ironman. La Waikiki Rough Water Swim, qui est 3,850 km. On a la course cycliste autour de l'île d'Oahu, qui était 115 miles. Et on a le marathon d'Honolulu, avec bien les 42,195 km que l'on connaît. Le gagnant de cette course, eh bien, ça sera très simple. Il sera proclamé meilleur athlète du monde, sans aucune forme de contestation possible. Ah, mais j'imagine très bien la situation lors de cette remise des prix entre le club de course à pied qui discute avec le club de natation pour dire voilà, c'est un coureur, le meilleur athlète du monde. Non, c'est un nageur. Et par-dessus ça, tu as ce John Collins qui arrive un peu sorti de nulle part pour dire eh bien, c'est ni un nageur ni un coureur, mais ce sera un cycliste avec son argument de la VO2 qui tient le coup, mais qui visiblement n'a arrangé personne puisqu'il venait rajouter de la confusion. Et du coup, il a l'idée d'organiser une course extrême, une course de folie avec les distances les plus hard dans chaque discipline. Donc, l'Ironman est né et ce sera le vainqueur de cette course de folie qui sera décrété le meilleur athlète du monde sans forme de contestation possible. Et voilà, l'histoire est née. Et d'ailleurs, ce John Collins, je crois le reconnaître, c'est pas celui qui avait participé au tout premier triathlon du monde. C'est bien lui ? Eh oui, bien joué, c'est bien lui. Et puis tu vois, on peut finir 35e d'une course et pourtant avoir un impact important dans le sport. Hein. Tout n'est pas autour de la performance. Et son idée de course, titanesque, un peu surtout pour l'époque. Aujourd'hui, c'est vrai que pas mal de gens font des Ironman, mais à l'époque, on en était extrêmement loin. Eh bien, ça fait mouche. Et justement, on assiste au départ du premier Ironman, un petit matin, voilà, un peu frais, le 18 février 1974, où 15 hommes ont accepté de relever le défi. Alors, parmi ces 15 hommes, il y en a 12 qui réussissent à achever la course. Et comme je te l'ai dit,
c'est énorme à l'époque, puisqu'ils n'avaient pas les méthodes d'entraînement qu'ils ont aujourd'hui, ils n'avaient pas ce matériel-là. Donc 12 sur 15, c'est vraiment un exploit, c'est vraiment des gens qui voulaient devenir les meilleurs athlètes du monde. Et en parlant de meilleurs athlètes, eh bien le premier vainqueur d'Ironman, c'est Gordon Hayler, un chauffeur de taxi, comme quoi, qui termine l'épreuve en 11 heures, 46 minutes et 58 secondes. Autant dire que le chrono est vraiment bien. Bref, voilà, l'histoire de l'Ironman est née. C'est quand même assez rigolo de se dire qu'ils sont allés au bout de leur idée, quoi. Ça aurait pu rester entre une conversation un peu potache entre des athlètes peut-être qui ont abusé de certains cocktails, mais ils sont quand même allés au bout et ils ont organisé cette course, ils ne se sont pas découragés. Donc bon, on peut mettre ça sur le dos de l'effet de groupe et de savoir un peu qui pissera le plus loin. C'est un peu drôle quand même jusqu'où l'ego peut nous pousser à faire certaines choses, même si, à mon avis, il y avait quand même une bonne dose d'humour à travers ça. Ah bah là pour le coup c'est vrai que j'essaye de promouvoir l'humilité dans le sport et surtout chez les triathlètes là je vais pas pouvoir nous sauver sur ce coup-là je vais devoir abdiquer. C'est vrai que c'est purement une bataille d'ego. Et d'ailleurs ça me rappelle un petit peu ce qu'il y a eu un peu plus récemment avec un peu les sports de combat avec la naissance du MMA où justement il y a quelques années on se disait quel est le sport de combat le plus efficace? Quel est le meilleur sportif de combat? Voilà, c'est-à-dire que comme quoi dans un peu toutes les disciplines, on a cette volonté de vouloir savoir qui est le meilleur athlète. Mais bon, ça c'est les sports de combat. Revenons sur le triathlon. Si tu veux savoir à quel point l'ego était poussé sur ce premier Ironman, eh bien sur le premier bulletin d'inscription sur la course, il y avait marqué nager 3,8 km, rouler 180 km, courir 42 km, puis vantez-vous pour le reste de votre vie. Celui qui finira premier, nous l'appellerons l'Ironman, l'homme de fer. Et c'est assez marrant, mais c'est encore la devise actuelle. Quand tu t'inscris, il y a marqué finish it, then brag for the rest of your life. Ah là là, cette histoire, ça pourrait expliquer pourquoi, quelquefois, les triathlètes peuvent avoir cette réputation d'avoir un ego peut-être un peu trop débordant. Mais du coup, pour en revenir, tu sais, je suis un petit peu chauvin, nous les Français, on est comme ça. Si on veut revenir un petit peu en France, il a fallu attendre combien de temps pour que cette distance débarque, voilà, qu'on ait un peu le premier Ironman gaulois de l'histoire? Eh bien, alors aujourd'hui, l'Ironman France, on le sait, c'est à Nice. Cependant, le premier Ironman a failli être monégasque. Là, on est en 1982 dans la principauté de Monaco et cette ville est prête à accueillir le tout premier Ironman francophone. Malheureusement, à l'époque, il y a eu le décès de la princesse Grace Kelly et donc l'épreuve a tout bonnement été annulée. Donc les participants étaient un petit peu déçus. Cependant, eh bien, la ville de Nice s'est proposée d'accueillir cette épreuve. Tout le monde était totalement heureux et puis l'épreuve du coup a bien eu lieu à Nice et c'est encore le cas aujourd'hui. Évidemment, il y a d'autres Ironman aujourd'hui en France, mais c'était le tout premier. Alors, il y a eu un engouement médiatique sans précédent. Plusieurs chaînes de télévision nationales ont accouru pour couvrir cette compétition qui était à l'époque hors norme. Et cette couverture médiatique a évidemment donné envie à énormément de Français de se lancer aussi dans l'aventure. Et c'est encore le cas aujourd'hui. À chaque fois qu'il y a des retransmissions d'Ironman, il y a de plus en plus de gens qui voudraient tenter l'aventure. C'est sûr, la popularité, elle explose d'année en année. Et franchement, si on avait eu un Ironman à Monaco, ça aurait été pas mal quand même. Bon, on est très content pour les Niçois, c'est une très belle ville, mais quand même, pouvoir faire du vélo, nager et courir dans la principauté, ça aurait été quand même pas mal, il faut bien le reconnaître. Sinon, Tristan, on peut dire que la popularité de l'Ironman ne cesse de croître, mais de manière plus générale, la popularité aussi du triathlon grandit d'année en année avec des pratiquants qui sont de plus en plus nombreux, notamment depuis l'arrivée des réseaux sociaux et de l'engouement pour tout le phénomène de dépassement de soi. Et c'est sûr que le triathlon, c'est quelque chose qui plaît et qui est en phase avec les attentes d'aujourd'hui. Donc c'est fou de se dire que l'histoire a quand même beaucoup évolué. Imagine-toi, Guillaume, d'une histoire qui a peut-être démarré sur les bords de Marne. Aujourd'hui, on se retrouve en France avec le triathlon qui regroupe 114 500 pratiquants avec 58 720 licenciés. On n'est pas obligé d'être licencié pour pratiquer. Si tu veux un petit peu de stats, 35% d'entre eux ont entre 26 et 35 ans et 25% sont des femmes. Et dernière petite statistique, là c'est une petite gourmandise pour toi, à noter que 32% des triathlètes sont à l'origine issus du monde de la course à pied. Donc t'imagines bientôt, Guillaume, tu rentreras dans cette statistique.
Ça sera 32,1. Je serai le virgule 1. Bah écoute, merci infiniment Tristan de nous avoir un petit peu retracé l'histoire du triathlon. C'est vrai que c'est intéressant de pouvoir avoir cette curiosité, de s'intéresser à l'origine de son sport, aux personnes clés. Peut-être qu'un jour, nous aussi, on va lancer un sport qui va devenir, je sais pas, mondialement connu. Va savoir si un jour on se retrouve coincé à Hawaï lors d'un cocktail, et après quelques verres de tequila, on va peut-être aussi être assez imaginatif. Qui sait? On n'est jamais à l'abri de marquer l'histoire. Hein. C'est pas savoir. Écoute, sur ces belles paroles, je te propose qu'on passe à l'instant lifestyle. Est-ce que t'es OK? Ouais, c'est parti. Dans la tête d'un triathlète, l'instant lifestyle. L'instant lifestyle, chaque semaine, on vous donne les bons plans de la natation, du vélo, de la course à pied, tout ce qu'il faut savoir sur le triathlon pour s'améliorer ou pour satisfaire sa curiosité. Tristan, qu'est-ce que tu as trouvé pour nos auditeurs pour ce tout premier instant lifestyle alors? Eh bien, pour ce premier instant lifestyle, je vais rester dans l'idée de l'histoire du triathlon et de parler de leur développement un tout petit peu plus moderne. Alors, c'est pas forcément un bon plan, mais je vais parler justement des récentes évolutions qu'il y a eu dans le sport. Je vais en parler particulièrement des nouveaux formats qu'il pourrait y avoir. Alors, il y a quelques années, on a vu apparaître les formats Super League, qui est une entreprise privée, donc qui n'a rien à voir avec le circuit fédéral, mais qui propose justement des nouveaux types de courses, des nouveaux formats qui sont beaucoup plus télévisuels. Je pense que tu sais que la télévision a beaucoup influencé les sports de manière générale. Hein. Le triathlon, déjà par exemple, pourquoi est-ce que quand il a été créé, on n'avait pas le droit de drafter en vélo? Pourquoi on n'avait pas le droit de profiter de l'aspiration de ses collègues et que c'était vraiment une course en solitaire? Eh bien, à partir des années 2000, à partir des premiers Jeux Olympiques, en fait, le drafting a été interdit. Justement pour des raisons télévisuelles, pour que la course soit un peu plus dynamique, il y ait plus de compatibilité, un peu plus de compétitivité et que les dés ne soient pas jetés dès le début de la course. Et en gros, là en ce moment, on assiste un peu aux mêmes choses avec le circuit Super League. Je te donne un exemple. L'un des formats, c'est par exemple d'enchaîner 3 fois de suite natation, vélo, course à pied, natation, vélo, course à pied, natation, vélo, course à pied, dans un effort qui du coup est inédit et qui rend hyper bien télévisuellement. Moi, je suis les Super League. Je crois que c'est diffusé sur la chaîne L'Équipe. Je t'avoue que c'est l'un des choses qui a motivé mon envie de me lancer sur le triathlon, parce qu'il y a eu pas mal de rediffusions pendant le confinement. J'ai eu le plaisir de suivre ça. Et des fois aussi, ils inversent. Alors, ils commencent par la course à pied, après le vélo, et après, ils finissent par la natation. Enfin, ils cassent vraiment les codes. Et c'est plein de fraîcheur, quoi, ce nouveau format, cette liberté de ne pas être figé dans le temps, de pouvoir aussi réinventer les règles à sa manière. Alors, c'est bien aussi d'être fidèle à l'essence du sport, c'est même extrêmement important. Mais de temps en temps, se faire un petit peu plaisir, être un peu destructif, c'est plutôt cool. En plus, je crois que l'histoire elle est assez atypique de la Super League. Je crois que c'est un oligarque russe, un millionnaire ou un milliardaire qui est passionné de triathlon et qui a fait sa propre ligue. J'ai pas l'histoire en tête, on me l'avait raconté. Je suis pas sûr de la source, alors je vais pas m'épancher sur l'histoire de la Super League, mais je crois que c'est assez sympa l'histoire qu'il y a derrière. Je sais pas si tu la connais, toi. J'ai pas les infos, j'ai pas envie de dire de bêtises non plus. En tout cas, c'est vrai que cette envie de fraîcheur, on peut même la retrouver sur le circuit fédéral là, avec il y a quelques années le début du relais mix. Et tout ça, ce sont des épreuves qui se regardent hyper bien, beaucoup plus que même une distance olympique qui va durer un tout petit peu moins de 2 heures. Alors t'imagines bien que un Ironman ou un 70.3 qui dure 3h30, 4 heures, ou alors dans les plus grands 8 heures, 9 heures, c'était à la télé, à regarder depuis son canapé, c'est pas très fun. Donc c'est l'un des moyens de pouvoir consommer du triathlon et de pouvoir s'amuser et voir nos athlètes préférés s'affronter sur de nouvelles distances. Et en plus, Cassandre Beaugrand, une Française, a gagné une étape de la Super League. Je pense qu'on peut faire cocorico. L'année dernière, avec un sprint contre Katy Zaferes, on s'en souvient tous. Exceptionnel. Voilà, si vous n'avez pas vu, allez regarder, ou sinon, les épreuves de Super League, c'est vraiment hyper sympa. Donc, n'hésitez pas à le regarder. Vous allez vous surprendre à prendre pas mal de plaisir à regarder du sport à la télé si vous n'êtes pas habitué. Donc ça, c'était ma petite recommandation. Et toi, Guillaume, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui ? Aujourd'hui, tu sais, on a parlé de l'histoire du triathlon, de notre sport. Et tu vois, je parle déjà comme si c'était mon sport. Ça prouve que déjà je l'ai bien déjà, je me le suis bien approprié. C'est une bonne chose. Tous les auditeurs auront remarqué.
Il faut pas hésiter. Hein. Moi, c'est ce que souvent je recommande à des gens qui débutent dans le sport, dans la course à pied, dans le triathlon. C'est de vraiment déjà se dire je suis un athlète, je suis un sportif. Parce que souvent, les gens ont tendance à se comparer aux autres ou à se flageller un petit peu, tu sais, ou à se dévaloriser. Eh bien, je pense que c'est une mauvaise chose. Il faut vraiment déjà se mettre dans un état d'esprit. À partir du moment où vous courez, même si vous allez courir 20 minutes, vous êtes un coureur, vous êtes une coureuse, vous êtes un athlète. Et donc, il ne faut pas avoir peur de s'affirmer en tout cas. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais Il n'y a pas de triathlète plus triathlète qu'un autre. Hein. Tout le monde est triathlète de la même manière. exactement. Ça, c'est des valeurs qu'on défend dans le podcast et qu'on continuera à défendre. À partir du moment où où vous courez, où vous faites du triathlon, eh bien, vous êtes légitime pour vous affirmer en tant que coureur ou triathlète. Il n'y a même pas de question à se poser sur ça. Sinon, pour en revenir à l'instant lifestyle, tu sais, dans cet épisode, tu nous as expliqué un peu l'histoire du triathlon et on va pas se mentir, hein, il était un peu question quand même d'ego pour savoir qui était le meilleur athlète. Un peu aussi, on pourrait traduire ça comme qui pisse le plus loin. Et du coup, moi, ça me fait penser à un débat que je trouve assez intéressant. C'est le débat qu'il y a autour de l'ego. C'est vrai qu'on n'est pas forcément à l'aise avec ce mot-là. C'est quelque chose qui effraie, qui peut faire peur, qui est souvent jugé très péjoratif dans nos sociétés. Et à raison, hein, parce que ça peut être un vrai problème. Mais on peut aussi peut-être le confondre, hein, tout simplement. À confondre un petit peu peut-être confiance et arrogance. Ouais, voilà, exactement. C'est vrai que ça devient un peu un mot fourre-tout, un mot valise où on va tout mettre dedans. On va mélanger confiance en soi, arrogance, estime de soi et on va attribuer ça sur l'ego. C'est pas évident de définir l'ego. D'ailleurs, les philosophes sont pas tous d'accord entre eux. Nous, on va le définir pour que tout le monde comprenne. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le définis, comme l'image qu'on souhaite renvoyer aux autres. Et il faut pas être hypocrite. Hein. Je pense que c'est normal aussi d'être soucieux de l'image qu'on renvoie. On peut aussi l'assumer, mais l'ego, ça peut aussi devenir un vrai problème parce que c'est quelque chose qui peut nous hypnotiser et qui peut faire qu'on va minimiser nos lacunes et nos faiblesses, et là, ça va devenir un vrai problème. Il y a un livre qui parle de ça et qui est extrêmement bien écrit qui s'appelle L'ego est notre ennemi, Ego is the enemy de Ryan Holiday. Je le conseille vraiment. Je pense que chaque athlète doit s'interroger sur la question de l'ego parce que c'est quelque chose qui est tout le temps présent dans la vie d'un athlète. Quand on prépare une compétition, quand on réussit une compétition ou quand on échoue, c'est quelque chose qui peut nous mettre à terre. Et donc, il faut avoir cette capacité de porter un jugement critique à son ego. Et d'ailleurs, Ryan Holiday, il apporte un élément de réponse pour à partir de quand l'ego devient un problème et peut nous ralentir. C'est à partir du moment où vous allez exécuter quelque chose dans le besoin d'être meilleur que quelqu'un ou dans le but d'être reconnu pour quelque chose. Ça, c'est des signes qui peuvent nous alerter. Bref, tout ça pour dire que je vous recommande vraiment la lecture de ce livre. C'est un livre en plus qui se lit mais très très vite. Allez, en 2 heures, 3 heures, c'est réglé, vous avez lu le livre. C'est très bien écrit, c'est bien chapitré, donc la compréhension elle est assez facile. En plus, il propose des solutions pour se prémunir d'un ego débordant. Notamment, je pense au fait de challenger ses compétences et de toujours être capable de rechallenger ses certitudes, de ne pas se dire ça y est, je sais tout et j'ai plus besoin d'apprendre. Au contraire, il faut toujours avoir cette envie de remettre en question nos certitudes. Là, tu me proposes un livre qui se lit en seulement 2 heures. Moi qui ne lis pas assez, là, je ne vais pas avoir d'autre choix que de le lire. Bah, surtout pendant les vacances, hein, tu vas voir ça. Vraiment, hein, en plus, il y a plein de citations, moi j'adore ça. Sincèrement, c'est un excellent livre. De toute façon, Ryan Holiday, globalement, tous ses livres sont quand même excellents. Et là, c'est vraiment, voilà, je pense que voilà, n'importe quel athlète devrait le lire. Vraiment, moi, c'est un livre que je conseille. Eh ben, écoute, je m'empresse d'aller l'acheter et de le trouver, de l'acheter. Et je te ferai un petit résumé après pour voir si je l'ai bien compris. Ouais, c'est un truc qu'on pourrait faire, tiens, c'est de se donner des feedbacks après sur les instants lifestyle, tiens, qu'est-ce qu'on a pensé et tout. Pas hésiter aussi aux auditeurs si voilà, ils ont lu le livre, de nous dire ce qu'ils en pensent, alors soit dans les commentaires, soit voilà, sur nos réseaux sociaux, Instagram et YouTube. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est vraiment top de pouvoir interagir ensemble. Donc voilà, encore une fois, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, dans la tête d'un triathlète, on vous attend. Bah écoute Tristan, c'est le moment de se dire au revoir et rendez-vous au prochain épisode. Bah oui, à la prochaine fois Guillaume, salut. À très vite, ciao.